Bonjour mon auditorice. Je commence cet épisode en te vidant les poches. Donne 1 euro à ma cagnotte Tipeee et je te remercie sur tous mes réseaux sociaux. Donne 5 euros à ma cagnotte Tipeee et je t'envoie une lettre d'amour. Donne 10 euros à ma cagnotte Tipeee et je t'invite à marcher avec moi pendant mon tour de France à pied qui débute le jour du déconfinement. Ceci n'est pas une blague. Donne 20 euros à ma cagnotte Tipeee et je t'envoie mon roman La Puissance dès sa publication. Retrouve toutes les contreparties à ton don sur la page de ma cagnotte. J'ai mis le lien dans la description de cet épisode. Je compte sur toi. Maintenant, je te laisse écouter mon histoire fabuleuse de mononucléose comprenant chope en boîte de nuit, sexe de merde, angine blanche et Noël à l'hôpital. Bonne écoute. J'aimerais raconter comment j'ai attrapé la mononucléose. La mononucléose, on appelle cette maladie la maladie du baiser parce que c'est une maladie qui se transmet par la salive, notamment. Avant d'attraper la mononucléose, j'imaginais cette maladie comme une sorte de fatigue immense. Ma cousine a eu la mononucléose, j'ai déjà eu des amis qui l'ont attrapée et pour moi c'est vraiment quelque chose qui s'attrape en embrassant quelqu'un et ensuite quelques jours, semaines après on se sent immensément fatigué mais pendant plusieurs mois donc ma cousine ne pouvait pas aller en cours, c'est vraiment très très dur. J'ai toujours pensé que ça doit être insupportable comme maladie parce qu'en tant que personne hyperactive, je me voyais pas du tout passer des mois sur un canapé dès que je me levais à vouloir me recoucher quoi. Dormir sans être reposée, c'est vraiment une angoisse terrible. Donc j'ai toujours croisé les doigts pour pas attraper la mononucléose. Et puis, mon histoire commence le 16 décembre 2017. Ça se passe à Lille, puisque je suis avec toute ma famille, mon père, ma mère, ma sœur, mon frère, à Lille pour fêter ma remise de diplôme de Sciences Po Lille. C'est un samedi soir, on est réunis avec toute ma promotion dans le théâtre Sébastopol en plein centre de Lille pour recevoir nos diplômes de Sciences Po. Et puis je retrouve tous mes amis de Sciences Po et je suis très très contente. Je me suis fait opérer du genou quelques mois avant et donc j'ai eu à peine de retrouver toute ma mobilité et je suis très contente d'être là, je suis prête à faire la fête, j'ai mis des talons, j'ai mis un mini-jupe, je me suis extrêmement maquillée, je suis blonde platine, enfin plutôt, décolorée. Et on commence à boire des coups dans la salle de réception du théâtre Sébastopol. Et puis, dans mon souvenir, assez rapidement, la soirée avance et on va en boîte de nuit. Je crois qu'on va dans un bar et puis plus tard, on va en boîte de nuit. Et c'est au Smile, donc vraiment la boîte la plus pourrie de Lille selon des témoins. Juste parce qu'elle est gratuite en fait. Et voilà, c'est toutes nos années d'étudiants qu'on retrouve. Sauf que c'est un samedi soir, donc le Smile est bondé
est bondé avec des gens de 18 ans, alors que nous on a 23 et on se prend pour les rois du monde. Et puis les heures passent, mes amis partent se coucher, je reste avec 2 amis. Et puis moi, ce que j'aime bien faire en soirée, c'est aller danser et choper des mecs ou des meufs. Et donc je m'éloigne et je vais choper un mec. Enfin, disons que je me mets à danser et qu'il y a un mec qui me semble avoir 18 ans, qui est pas trop mal, qui est même plutôt canon. Et on se roule des grosses pelles. Je perds mes amis puisque je passe tout mon temps avec ce mec. Et puis vers 4-5 heures du matin, on décide de rentrer chez lui. Sauf qu'il habite en résidence étudiante à Villeneuve d'Ascq, donc à Perpète-les-Oies. Il faut prendre un bus de nuit. Enfin, vraiment, moi, j'ai fini mes études. J'ai l'impression d'avoir 18 ans, quoi. Alors que je me prends pour une vieille. Donc, je suis morte de rire. Et puis, on prend le bus, on arrive chez lui. Et on fait l'amour. Et c'est très, très nul. Il a vraiment un lit, une place, mais on dirait que c'est un lit demi-place tellement c'est petit. Il est vraiment très maladroit, très bourré, très pressé, très malade. Il a une sorte d'angine. Il fait que tousser, éternuer. Et il me prend dans tous les sens, comme si j'étais un objet. En plus, à l'époque, je fais déjà du vaginisme, donc j'ai déjà une douleur à la vulve. Et je suis sèche, quoi. Il m'excite pas du tout. Je suis fatiguée, je suis bourrée. Il me fait l'amour comme si j'étais une marionnette. Ça ne m'excite pas, donc ça ne mouille pas. Donc il change de capote. Et puis au bout d'un moment on arrête parce que c'est tellement nul que on préfère dormir. Et puis le lendemain, il faut que je retrouve mes parents. C'était pas du tout prévu que je découche, mes parents ont pris une chambre d'hôtel. Mais je crois qu'à l'hôtel, il n'y avait même pas de place pour moi de toute façon. Je sais plus. Enfin bref, je le quitte pour mon plus grand plaisir tellement il me dégoûte. Et j'ai pas dormi, quoi. Donc j'arrive à l'hôtel et puis on rentre à Paris. Et en fait à cette époque-là, j'ai un copain, donc je dis ni à mes parents ni à mon copain que j'ai eu cette aventure. Et je rentre à mon appart à Paris toute seule. C'était en mi-décembre, quoi. Et j'attrape une angine, donc je me dis bon, ce mec m'a filé son angine. Mais une angine comme j'ai jamais eu. C'est-à-dire, moi j'ai des rhumes tous les mois ou presque. Je me plains constamment de mes défenses immunitaires pourries. Mais une angine comme ça, au point de pas pouvoir dormir, pas pouvoir manger, pas pouvoir boire, j'ai jamais eu, quoi. C'était vraiment terrible. Et au bout d'un moment, de quelques jours, à ce moment-là, je travaille pas encore. Donc je peux juste me reposer, mais je ne guéris pas, quoi. Donc, au bout de quelques jours, je me résous à aller chez le médecin. Et puis le médecin... je me rappelle que je suis dans la salle d'attente, c'est sans rendez-vous, c'est des consultations sans rendez-vous. Donc j'attends 2 heures avant de voir le médecin, mais 2 heures de torture absolue, ou même boire un verre d'eau, mais impossible, tellement j'ai mal à la gorge. Enfin, c'est atroce. Et le médecin m'expédie en 5 minutes parce que voilà, c'est des consultations sans rendez-vous et qu'elle n'a pas le temps. Et elle me fait pas du tout le test qu'on fait habituellement aux gens qui se plaignent d'une angine, mais moi j'y connais rien. Apparemment, il y a un test assez facile avec un coton-tige, on peut voir, ou je sais pas quoi, avec un test, on peut voir si c'est d'origine bactérienne ou si c'est un virus. Donc si c'est d'origine bactérienne, évidemment, il faut donner des antibiotiques. Mais si c'est un virus, ça sert à rien de donner des antibiotiques, il faut juste attendre que ça passe. Et en fait, comme j'ai une angine blanche, c'est-à-dire que j'ai des points blancs au fond de la gorge, c'est vraiment assez grave, la médecin pense que c'est d'origine bactérienne et elle me prescrit directement amoxicilline, donc l'antibiotique amoxicilline, et avec de l'aspirine pour diminuer les douleurs. Moi, je rentre chez moi trop contente, à moitié l'effet placebo, j'ai déjà plus très mal, les jours passent, je guéris, je vais mieux.
Et puis je rentre chez mes parents en banlieue parisienne et je me rappelle très précisément, j'étais assise sur une chaise dans la salle à manger et je commence à avoir un peu mal aux jambes. Puis je regarde mes jambes et je commence à avoir des boutons rouges apparaître sur mes jambes. Et mes articulations commencent à gonfler, ma cheville, mes genoux. Et les boutons montent sur mes cuisses, sur mes pieds. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de boutons. Ça me gratte pas, mais c'est désagréable. Et puis, on regarde un film et je me mets une serviette mouillée sur les jambes, mais c'est vraiment de pire en pire. Ça fait vraiment mal, quoi, les articulations qui gonflent comme ça. Et mes parents se foutent de moi. Je me plains que je fais une allergie probable à l'amoxicilline parce que j'en ai jamais pris de ma vie, ou à l'aspirine, enfin bref, que c'est sûr je fais une allergie aux antibiotiques, et eux ils se foutent de ma gueule, ils me disent que c'est rien du tout, alors que je suis quand même couverte de boutons, quoi. Et le lendemain, ils ont pas disparu. Donc là, ma mère me dit, bon, je t'emmène chez le médecin, parce qu'on devait déjà aller de base chez le médecin, donc tant mieux, on en profite. Elle me pose chez le médecin et la médecin me dit écoute, je sais pas ce que c'est, enfin ça m'a l'air d'être un purpura rhumatoïde, moi j'ai jamais entendu ce mot de ma vie, mais je sais pas d'où ça vient, il faut que vous alliez faire juste un test sanguin aux urgences pour vérifier, quoi. Donc, bon, il y a le mot urgence dans la phrase, mais test sanguin, voilà, je me dis bon, elle sait pas ce que c'est, je vais juste checker ce que c'est aux urgences. Donc ma mère m'emmène aux urgences, merci maman. Et puis voilà, c'est dans un hôpital privé de Versailles, un samedi 23 décembre, donc il y a personne, quoi, la veille de Noël. Et donc on me fait un test sanguin, et puis après on me remet dans la salle d'attente, puis on me fait revenir dans la salle de consultation aux urgences. Et là, le médecin arrive et me dit bon bah, on sait pas ce que vous avez. On va vérifier si vous n'avez pas une méningite. Je regarde le mec et je dis quoi ? Donc il me fait un test pour voir si j'ai la nuque raide et puis ensuite il me dit bah on va vous faire une ponction lombaire pour voir si c'est une méningite. Et moi j'hallucine, quoi, parce qu'en fait je me suis fait opérer du genou quelques mois avant, donc j'ai passé 2 mois à l'hôpital. Là, je me retrouve à l'hôpital pour des boutons sur les jambes et je me dis c'est pas possible, je vais pas mourir maintenant d'une méningite, je vais pas subir une ponction lombaire à cause d'une angine, quoi. Enfin, c'est ridicule. Et le mec me dit si, on va faire une ponction lombaire. Et puis moi, je sais même pas ce que c'est qu'une méningite, quoi. Et il arrive avec les infirmières arrivent et elles me disent bon, on va vous mettre un masque hallucinogène pour que ça fasse moins mal. Donc moi je me dis mais comment ça que ça fasse moins mal, et la ponction lombaire, j'imagine comme un truc atroce parce que dans ma famille j'ai eu vent de gens qui ont vécu ça. Et voilà, c'est une aiguille qu'on enfonce dans la colonne vertébrale pour enlever de la moelle épinière ou je ne sais quoi. Pas de la moelle épinière, mais pour ponctionner du liquide de la moelle épinière. Donc ça a pas l'air très fun, quoi. Et puis s'ils me mettent un masque hallucinogène sur la gueule, c'est que ça doit faire atrocement mal. Donc je me mets à pleurer, à dire que je vais pas mourir. Elles me mettent le masque, je suis défoncée en 2 minutes. Je dis bon, arrêtez de me mettre le masque parce que je vais être quand même consciente pour faire le truc. Puis surtout, faut pas que je bouge, faut que je me roule en boule sur le côté, donc faut pas que je bouge. Puis au final, le mec me fait la ponction lombaire et je ne sens rien. En fait, le mec, c'est une sorte de génie de la ponction lombaire. Je sens, mais c'est moins désagréable qu'une prise de sang. Vraiment, moi, les prises de sang, je déteste. Et là, oui, je sens une aiguille dans le dos, mais ça ne me fait pas du tout mal. Puis sans le masque ni rien. Et puis du coup, bon, les heures passent, on me met dans une chambre à part, toujours aux urgences. On me fait plus ou moins comprendre que je vais passer beaucoup de temps là, que je vais pas sortir de la journée en tout cas. Et puis quelques heures plus tard, on me dit bon bah vous avez pas de méningite, on sait toujours pas ce que vous avez.
On va faire les tests de VIH. On me fait une batterie de tests sanguins, mais j'ai jamais autant perdu de sang. C'est-à-dire, on a dû me faire peut-être 5 ou 6 prises de sang en 48 heures, quoi. Et vraiment, pardon, j'ai fait une pause. Et donc mes parents viennent me voir. Je suis vraiment étonnée que les médecins ne m'écoutent pas. C'est-à-dire, je leur dis, je fais une allergie sans doute à l'amoxicilline. Ils me disent, mais non, enfin, ils veulent pas y croire. Et puis, ça a pas l'air d'être leur version, quoi. Enfin, c'est-à-dire, pour eux, le purpura que j'ai eu aux jambes, c'est un des symptômes de la méningite. J'ai pas de méningite, c'est peut-être que j'ai du sida, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Puis ils appellent un espèce, les médecins appellent un espèce de ponte qui connaît tous ces, enfin, un spécialiste du purpura, quoi, à Paris, qui est de garde et qui dit bon, gardez-la 48 heures en gros pour voir ce qui se passe. Et là, je me rends compte que je vais passer Noël à l'hôpital, enfin disons le réveillon du 24. Et c'est très triste. Hein. C'est-à-dire, on me change de chambre. Enfin, je passe une nuit aux urgences, puis le lendemain, on me fait monter dans une autre chambre. Et puis, les jours passent, on me fait des prises de sang, le purpura recule, c'est-à-dire les boutons disparaissent. Et on ne sait toujours pas ce que j'ai, en fait. Et j'ai plus du tout l'air d'être un cas inquiétant. Ce que je sais, c'est que j'ai une fin d'angine, que je tousse comme une morte. Donc, il me continue à me donner des antibiotiques, mais pas de l'amoxicilline, comme par hasard, par voie intraveineuse. Et je guéris comme ça. Et sauf que on est le 25 décembre, et moi, je suis censée retravailler le 26. J'ai un CDD qui commence le 26 décembre. Donc le 25, je leur dis, bon là, il faut que je sorte, parce que demain, je dois travailler, c'est pas possible que je reste ici. Surtout que ça servait à rien, quoi. Donc je fais du forcing, et le 25, ils me font sortir malgré qu'ils n'ont pas reçu tous les résultats des tests. Parce que le purpura, ça peut abîmer les reins ou je sais pas quoi, donc ils voulaient tester d'autres trucs. Et donc, moi, je sors de l'hôpital sans savoir ce que j'ai eu. C'est-à-dire, on ne sait pas pourquoi j'ai eu ces boutons, cette réaction. Personne ne veut reconnaître que c'est une réaction allergique. Et fin de l'histoire. Les mois passent. Je n'ai aucun symptôme. Tout va bien. Et puis en novembre 2018, donc près d'1 an après cette histoire d'angine et de purpura, je fais un test, je fais un stage d'autodéfense féministe à Paris, où je rencontre une autre journaliste, une fille avec qui je m'entends bien, qui s'appelle Mathilde. Et après le stage, on va boire des coups. Et 2 amis à elle arrivent, et c'est des étudiants en médecine, des internes en médecine. Et on boit des coups avec eux. Et je sais pas pourquoi, je raconte cette histoire à mon amie. Et elle me dit de raconter cette histoire à ses amis en médecine, quoi. Et je leur raconte l'histoire et ils me disent assez rapidement, mais genre vraiment rapidement, bah écoute, c'est un rash cutané. Et je dis, c'est quoi un rash cutané? Bah, en fait, les boutons sur les jambes, c'est pas du purpura, c'est un rash cutané. C'est une réaction allergique, t'as attrapé la mononucléose, et quand on attrape la mononucléose, on peut avoir une angine. C'est pas obligatoirement une maladie qui fatigue pendant des mois, ça peut aussi se manifester sous forme d'angine aiguë. Et donner de l'amoxicilline à quelqu'un qui a la mononucléose, bah ça crée un rash cutané, donc ce que t'as fait aux jambes, quoi. Et pour savoir ça, il suffit de faire un test sanguin pour voir si tu as déjà eu la mononucléose. Si tu l'as déjà eu, c'est probablement cette fois-là, quoi. Donc moi je me dis que c'est quand même un peu fort que des étudiants en médecine, sans vouloir minimiser leur connaissance de la mononucléose, mais je veux dire, j'ai quand même passé 3 jours à l'hôpital, pas un seul médecin n'a pensé à ça. Eux, je leur raconte l'histoire, ils pensent direct à la mononucléose. Bon, la différence, c'est qu'au médecin à l'hôpital, j'aurais pas du tout expliqué que j'avais chopé un mec. Comment j'avais attrapé l'angine,
Je suis pas sûre de leur avoir raconté. Mais bon, n'empêche personne n'a pensé à ça. Et donc ces deux personnes qui sont brillantes, ces deux internes en médecine, je les remercie bien parce que ça m'a l'air quand même de tenir debout leur histoire. Et puis je décide d'aller voir mon médecin traitant et de lui demander si c'est possible, quoi. Et il me dit bah oui, hein, c'est possible. Et je me rappelle que j'ai jamais retiré mes résultats d'analyse à l'hôpital en question, les résultats définitifs. Donc je retourne à l'hôpital en question de Versailles, 1 an après, pour leur demander les résultats d'analyse. Ils me les donnent et je demande d'avoir un biologiste. Et le biologiste ne voit rien sur les analyses qui puisse expliquer mon purpura. Et je lui explique la théorie des internes en médecine et de mon médecin qui est la mononucléose et le rash cutané. Et le biologiste me dit bah oui, c'est possible. Et puis figurez-vous qu'on a gardé votre sang, parce qu'on garde le sang pendant 1 an pile. On garde votre sérum au cas où il y en ait besoin. Pour des analyses justement. Et là je le regarde, je fais mais c'est génial, vous pouvez tester si j'ai eu la mononucléose. Il me dit bah oui, mais bon, il faut que vous ayez une ordonnance de votre médecin, moi je peux pas faire l'ordonnance. Il faut que votre médecin demande à ce qu'on teste la mononucléose sur ces sérums, parce que ça prouverait toute l'histoire. Donc je vais voir mon médecin, il me fait une ordonnance, l'hôpital teste le sérum en question, on sent qu'il y a 1 an, et il trouve effectivement que j'ai la mononucléose. C'est complètement dingue cette histoire, parce que j'apprends ça 1 an pile après les faits, et si j'avais pas rencontré ces internes en médecine, je ne l'aurais jamais su. Et surtout, mon sérum, à 3 jours près, mais vraiment à 3 jours près, était détruit, donc je ne l'aurais jamais su. Maintenant, moi, j'ai aussi cru que la mononucléose, c'était un truc qu'on attrape une fois dans sa vie. Et depuis, j'ai eu des témoignages de personnes qui me disent l'avoir attrapé plusieurs fois. Donc au final, que je sache que j'ai eu la mononucléose, c'est pas tellement utile dans l'absolu parce que je peux la réattraper, c'est pas exclu. Mais bon, c'est quand même peu probable. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est que moi, j'aime bien comprendre, en fait. J'aime bien comprendre si j'ai telle maladie, si j'ai tel symptôme, j'aime bien comprendre d'où ça vient. Et là, il m'a fallu 1 an et pas mal de chance et de persévérance pour comprendre. C'est aussi dingue qu'on ait cette image de la mononucléose unique, alors que je suis certainement pas la seule personne qui a eu une angine blanche à la suite d'une mononucléose. Donc ça devrait être quand même un mythe assez largement répandu, mais enfin, toute cette histoire m'amène aussi à la conclusion qu'on devrait en savoir plus, tous autant que nous sommes, sur la médecine en général, quoi. On devrait tous faire des études en médecine, parce que c'est quand même vachement utile. Moi, le nombre de fois où je me demande ce que j'ai, il y a pas longtemps, j'étais sur mon bateau, et j'ai attrapé un orgelet, ça s'appelle. C'est-à-dire que j'ai une paupière qui a gonflé et tout le monde m'a expliqué que c'était un rhume de l'œil, mais je comprenais rien à ce que c'était. Et en fait, c'est une bactérie qui est rentrée sous ma paupière, qui est passée sous ma paupière et qui a grossi. Et moi, je pensais que c'était juste un bouton d'acné, quoi, sur la paupière. En fait, ça a un nom, ça s'appelle l'orgelet, puis il y a tel symptôme et telle façon de le soigner. Il faut faire attention parce que c'est très très contagieux. Donc si on se touche l'œil qui fait mal et qu'on se touche après l'autre œil, on va avoir un orgelet sur l'autre œil après. Et c'est très 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 douloureux. Mais en fait, moi je savais pas ce que c'était. Je savais même pas que ça existait, l'orgelet. Et quand j'ai attrapé ça, pendant 1 semaine, j'avais mal à l'œil et je savais pas ce que c'était. Et j'étais pas bien, quoi. Moi, si on me dit ce que j'ai, en fait, je me sens tout de suite mieux. Quand j'ai un rhume, je me dis, j'ai un rhume, c'est pas grave. Je vais pas en crever. Mais bon, si j'ai une angine blanche et du purpura, je sais pas d'où ça vient. Si j'ai un orgelet, je sais pas ce que c'est. En fait, je m'inquiète. Je pense que c'est pour ça que les gens sont hypocondriaques, en fait. C'est que dès qu'on a un symptôme, on sait pas d'où ça vient, on sait pas ce que ça donne, et donc ça donne lieu à toutes sortes de fantasmes. Et si on était tous plus informés sur les maladies, sur les symptômes, sur la médecine en général, on serait tous moins cons, quoi. Voilà, je voulais raconter cette histoire-là, parce que c'est la dernière fois que je suis allée à l'hôpital. Dieu me garde, ça fait presque 1 an et demi.
J'espère ne pas y retourner de suite. Et comme une gamine de 15 ans, j'ai attrapé la mononucléose en roulant des palos à un gros, enfin j'allais dire un gros con, mais un pauvre mec plutôt, en boîte, de nuit, à ma remise des diplômes, au Smile, à Lille. C'est quand même marrant. Cette histoire, je l'ai enregistrée le 22 avril 2019 sur un cargo. Comme souvent dans ce podcast, tu dois t'en rendre compte. J'ai attrapé la mononucléose en 2017 et depuis, je vais très bien. Je n'ai plus jamais été à l'hôpital. J'aime bien cet épisode car il est léger. Pour une fois, j'ai évité le pire. Je reviens sur la conclusion de mon récit. Le personnel est politique, la santé est politique. Sans recherche et connaissances scientifiques, je peux passer à côté de mes maladies physiques comme de ma santé mentale. Dans l'épisode précédent, l'épisode 10, je te raconte ma dépression, mes dépressions, mais faute de diagnostic, je ne sais pas où j'en suis aujourd'hui. Est-ce que je fais une dépression? Est-ce que je suis dépressive? Est-ce que je suis bipolaire? Est-ce que je suis en bonne santé? C'est la même chose avec la mononucléose, avec l'orgelé, avec toutes les maladies non diagnostiquées ou trop tard. Je pense aussi aux maladies chroniques, aux douleurs chroniques. Je parlerai dans un prochain épisode de ma vestibulodynie, une maladie gynécologique méconnue. Il m'a fallu plusieurs mois avant de la faire diagnostiquer. J'en reviens toujours à la santé des femmes. Pourquoi je n'ai pas dit au médecin des urgences que j'avais chopé l'angine en embrassant un inconnu malade en boîte de nuit? Il aurait peut-être pensé à la mononucléose. Aujourd'hui, les connaissances, les expériences et les traitements doivent être démocratisés, diffusés au plus grand nombre et surtout aux personnes discriminées. C'est ainsi que je deviens expert de ma maladie et que je peux me soigner de la meilleure des manières. Et toi, mon auditorice, as-tu déjà attrapé la mononucléose? Crois-tu que je peux l'attraper plusieurs fois dans ma vie?